Vous le connaissez sûrement de nom, Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde. Mais ne vous y trompez pas. Derrière l'image du patriarche du luxe se cache un prédateur, un stratège redoutable que l'on surnomme le loup en Cachemire. Il n'a pas bâti son empire LVMH, un conglomérat de plus de 75 maisons prestigieuses, en partant de rien. Non, son art à lui, c'est la conquête. Son ascension n'est pas une simple success story. C'est une épopée financière, une série de coups de génie, de manœuvres audacieuses et de décisions impitoyables qui ont changé les règles du jeu dans le luxe. Comment un seul homme a-t-il pu assembler un royaume qui va de la mode à la joaillerie, des vins et spiritueux aux hôtels de luxe? Ce n'est pas de la chance, c'est une méthode. Aujourd'hui, LVMH est un mastodonte. Pour vous donner une idée, rien qu'en octobre 2025, après des résultats qui ont rassuré les marchés, la fortune de Bernard Arnault a bondi de 19 milliards de dollars en une seule journée. Ces marques, de Louis Vuitton à Tiffany & Co, en passant par Dior et Sephora, sont des icônes mondiales. Mais pour comprendre comment cet empire a été bâti, il faut revenir au tout début, à l'étincelle qui a tout changé, et décortiquer les stratégies qui ont fait de lui le maître incontesté du luxe. Voici l'art de devenir l'homme le plus riche du monde. Pour comprendre Bernard Arnault, il faut oublier un instant le magnate du luxe et revenir à ses débuts, bien loin des podiums parisiens. Né à Roubaix, dans le nord de la France, il grandit dans le monde du BTP. Son père dirige une entreprise de construction, Ferré-Savinel. Le jeune Bernard, élève brillant, sort de la plus prestigieuse école d'ingénieurs de France, Polytechnique. Il rejoint l'entreprise familiale en 1971 et, avec une logique déjà glaciale, convainc son père de tout changer. Il lui dit de vendre la branche industrielle pour se concentrer sur un secteur bien plus prometteur, la promotion immobilière. En quelques années, il transforme la petite PME en une affaire qui tourne, construisant des appartements pour les riches en vacances. Il a déjà le flair, un instinct pour la valeur et un pragmatisme à toute épreuve. Mais son ambition est bien plus grande que le bâtiment. L'anecdote est devenue une légende, le mythe fondateur de l'empire. Au début des années 80, pendant un voyage à New York, il discute avec son chauffeur de taxi. Curieux, il lui demande s'il connaît le président français de l'époque, Georges Pompidou. Le chauffeur répond du tac au tac. Non, mais je connais Christian Dior. Pour Arnault, c'est une révélation, une épiphanie. Il comprend à cet instant précis la puissance universelle et éternelle d'une marque de luxe. Il réalise que le vrai pouvoir, ce n'est pas la politique, qui change tout le temps. C'est la culture, ce sont ces noms qui traversent les frontières et les générations. Christian Dior. Ce nom s'ancre dans sa tête. Ce n'est plus une marque, c'est une cible. Le destin va bientôt lui servir sur un plateau, l'occasion de mettre la main sur ce trésor. L'ingénieur du BTP est sur le point de devenir un prédateur. En 1984, l'occasion en or se présente. Le groupe Boussac-Saint-Frères, un énorme conglomérat textile français, est en faillite. Autrefois un fleuron de l'industrie, le groupe n'est plus qu'un géant aux pieds d'argile, maintenu en vie par l'argent public. Le gouvernement socialiste de l'époque cherche un repreneur à tout prix pour éviter le désastre social. Bernard Arnault, jeune entrepreneur de 35 ans quasi inconnu, a une vision que les autres n'ont pas. Au milieu de ce chaos industriel, entre les usines vieillissantes et les marques de couches culottes, il y a un trésor, Christian Dior. La maison de couture n'est qu'une petite partie du groupe, mais pour Arnault, c'est la seule qui vaille quelque chose. C'est la perle. Pour convaincre le gouvernement, sa stratégie est redoutable. Il se présente comme un industriel qui veut sauver l'emploi. Il fait une promesse solennelle, il gardera l'activité textile et les salariés. Son plan, bien ficelé, séduit l'État, qui lui verse des subventions massives pour l'aider. Arnault met un peu de sa fortune familiale, mais c'est surtout grâce à un montage financier audacieux et à l'aide de l'État qu'il prend le contrôle de tout le groupe Boussac pour une bouchée de pain. Une fois aux commandes, le masque tombe. L'ange sauveur se transforme, selon ses biographes, en ange exterminateur. Sa méthode est d'une brutalité chirurgicale. Il ne cherche pas à sauver le textile, il le démantèle. Contrairement à sa promesse, il licencie massivement. En 2 ans, près de 9000 personnes perdent leur emploi. Il vend presque tous les actifs industriels. Il ne garde que le joyau. La maison Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché. Le scandale est énorme. Les syndicats crient à la trahison. La presse dénonce son cynisme. Mais pour Bernard Arnault, la fin justifie les moyens.
D'un point de vue financier, son coup est un chef-d'œuvre. En 2 ans, il a fait d'un groupe en faillite une affaire rentable. Et surtout, il est devenu propriétaire de l'une des marques les plus célèbres du monde pour une fraction de sa valeur. L'État français, qui pensait sauver l'industrie, a en réalité financé la naissance d'un empire du luxe. Cette première acquisition pose les bases de la méthode Arnault. 1. La vision stratégique, trouver le trésor caché. 2. L'audace financière, utiliser l'argent des autres pour minimiser son propre risque. Et 3. L'exécution impitoyable, restructurer sans pitié pour ne garder que l'excellence. Le loup en Cachemire a fait sa première victime. Il a maintenant une base solide et une réputation de raider. Il est prêt pour sa prochaine conquête, la plus grande de toutes, LVMH. Le rachat de Dior n'était qu'un échauffement. Le vrai début de l'empire LVMH se joue à la fin des années 80, dans l'une des batailles boursières les plus violentes de l'histoire de France. C'est là que Bernard Arnault va perfectionner ses stratégies de conquête. Stratégie 1. La manœuvre du loup en Cachemire. La prise de contrôle de LVMH. En 1987, LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, vient d'être créé par la fusion de 2 géants français. D'un côté, Moet Hennessy, leader du champagne et du cognac, dirigé par Alain Chevalier. De l'autre, Louis Vuitton, maroquinier de luxe au prestige immense, mené par le patriarche Henri Racamier. Sur le papier, c'est un mariage de rêve. En coulisses, c'est la guerre. Les 2 patrons se détestent et se battent pour le pouvoir. Bernard Arnault observe cette guerre fratricide avec un appétit féroce. Il y voit une faille, une porte d'entrée. Il contacte d'abord Henri Racamier, le patron de Vuitton, et lui propose son aide. Il se fait passer pour un allié, un chevalier blanc qui l'aidera à contrer Chevalier. Racamier, qui se sent menacé, tombe dans le panneau et accepte l'aide de ce jeune loup. Pendant ce temps, Arnault joue un double jeu. Profitant du krach boursier d'octobre 1987, qui fait chuter le prix des actions, il commence à racheter en masse des titres LVMH. Il agit dans l'ombre à travers des sociétés écrans, sans que personne ne se doute de rien. En juillet 1988, il devient le premier actionnaire du groupe. Les 2 patrons historiques, trop occupés à se faire la guerre, réalisent trop tard qu'un 3e homme est en train de leur piquer leur entreprise. La guerre devient totale. Racamier, comprenant qu'il a été trahi, essaie par tous les moyens d'annuler les manœuvres d'Arnault. Mais c'est trop tard. Arnault lance une OPA hostile pour prendre le contrôle définitif. Il a parfaitement exploité les divisions internes, se servant de l'un contre l'autre avant de les éliminer tous les 2. En janvier 1989, à 39 ans, Bernard Arnault devient le PDG de LVMH. Henri Racamier, l'homme qui l'avait invité, est viré. Il dira plus tard d'Arnault, « Il s'est révélé être tout différent de ce que je pensais. » C'est l'incarnation parfaite de sa stratégie. Avancer masqué, exploiter les faiblesses de l'ennemi, promettre une alliance pour mieux frapper, et à la fin, prendre le pouvoir. Stratégie 2. Réveiller les belles endormies. Une fois patron de LVMH, Arnault ne se repose pas sur ses lauriers. Il se lance dans une frénésie d'acquisition. Sa philosophie est simple, il ne crée pas de marques, il les achète. Mais pas n'importe lesquelles. Il chasse ce qu'il appelle les belles endormies. Des maisons avec une histoire incroyable, un savoir-faire unique, mais une gestion endormie et un potentiel gaspillé. Sa méthode est toujours la même. D'abord, il met la main sur la marque, souvent quand elle va mal, comme Céline, Loewe ou le joaillier Bulgari. Ensuite, il applique sa recette magique. Il commence par injecter énormément d'argent pour moderniser les ateliers et rénover les boutiques, créant des écrins spectaculaires sur les plus belles avenues du monde. Puis, et c'est là son coup de génie, il place à leur tête des créateurs visionnaires, des directeurs artistiques capables de dépoussiérer l'héritage de la marque pour la rendre cool et désirable. Pensez à John Galliano chez Dior, Marc Jacobs qui a révolutionné Louis Vuitton, ou Phoebe Philo qui a fait de Céline la marque la plus pointue de son époque. Il leur donne une liberté créative quasi totale, tout en gardant un contrôle financier de fer. Enfin, il déploie une puissance marketing jamais vue. Chaque défilé est un événement mondial, chaque pub une super production avec les plus grandes stars. Il a compris que le luxe, ce n'est pas juste un produit, c'est un désir, une histoire, un rêve vendu à l'échelle planétaire. C'est cette capacité à transformer l'héritage en hyper-rentabilité qui fait sa force. LVMH n'est pas juste une holding, c'est une machine à créer du désir. Stratégie 3, la vision à long terme,
un empire familial et centralisé. Derrière le raidé financier se cache un bâtisseur d'empire qui pense sur des décennies, voire des siècles. Bernard Arnault ne cherche pas le profit rapide, il construit une dynastie. Le premier pilier, c'est l'organisation du groupe. Un modèle unique, décentralisé pour la création, mais ultra centralisé pour l'argent et la stratégie. Chaque maison, Vuitton, Dior, Fendi, est gérée de manière presque indépendante pour préserver son ADN. Mais toutes les décisions stratégiques, l'immobilier, les finances, les acquisitions, sont gérées à Paris. Ça permet des économies d'échelle gigantesques et une discipline de fer. Le deuxième pilier, son obsession du contrôle. Il a toujours fait en sorte de posséder la majorité de son groupe pour se protéger des OPA hostiles qu'il a lui-même si bien utilisés. Il y a peu, en 2025, il a encore profité d'une baisse de l'action pour racheter plus d'1 milliard d'euros de titres et renforcer son contrôle. Le message est clair, l'empire est à lui, et le restera. Enfin, le troisième pilier, le plus important peut-être, c'est la famille. Arnault prépare sa succession avec la même rigueur qu'il mène ses affaires. Ses 5 enfants ont tous des postes clés dans l'empire. Delphine est PDG de Dior. Antoine gère l'image de LVMH. Frédéric dirige la division montres. Alexandre est chez Tiffany & Co. Et Jean, le plus jeune, s'occupe des montres chez Louis Vuitton. Il les a formés, testés, mis en compétition. LVMH n'est pas une simple entreprise, c'est un projet dynastique, conçu pour durer bien après son fondateur. Aujourd'hui, l'empire LVMH est au sommet. C'est le leader incontesté du luxe, un colosse qui a traversé toutes les crises. Sa stratégie basée sur le désir et la qualité extrême a prouvé son efficacité. Le groupe ne vend pas que des sacs à main, il façonne la culture. La question sur toutes les lèvres, c'est « Et après ?» À plus de 75 ans, Bernard Arnault a tout verrouillé. Il a réorganisé sa holding familiale pour empêcher ses héritiers de vendre ou de diviser l'empire après sa mort. Le contrôle familial est gravé dans le marbre. Ses 5 enfants sont déjà aux commandes. Chaque semaine, ils déjeunent avec le patriarche pour discuter stratégie. C'est une monarchie où le droit du sang doit être prouvé par la compétence. Mais le défi pour la prochaine génération est immense. Le monde du luxe ralentit. Après des années de croissance folle, on parle maintenant de fatigue du luxe, avec des clients lassés par les hausses de prix. Le marché fait face à des incertitudes économiques, des tensions politiques et de nouvelles attentes des consommateurs en matière d'éthique et de durabilité. L'empire Arnault devra prouver qu'il peut s'adapter sans perdre son âme. Auront-ils le même instinct de prédateur que leur père ? Le parcours de Bernard Arnault est une leçon de stratégie et de pouvoir. Il a compris avant tout le monde que le luxe, c'est l'immatériel, l'histoire, le rêve, le statut. Il a assemblé un portefeuille de marques unique et a bâti une forteresse conçue pour durer. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Alors, au final, qui est Bernard Arnault ? Un génie visionnaire qui a su faire rayonner le savoir-faire français dans le monde entier ? Ou un prédateur capitaliste impitoyable qui a bâti sa fortune sur des manœuvres financières audacieuses ? La vérité est sans doute un peu des deux. Il est l'incarnation d'un capitalisme conquérant, un stratège qui utilise les chiffres comme un artiste son pinceau, pour dessiner un empire à sa démesure. Son histoire, ce n'est pas seulement celle d'une fortune colossale. C'est le récit de la transformation du luxe en une industrie mondiale, dominée par un seul homme et sa famille. Génie ou prédateur ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.